Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous partageons des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Cora Loren. Elle raconte qu'elle est décédée et a été témoin de quelque chose d'alarmant pour l'avenir. Une augmentation des conflits au second semestre de 2025. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le récit de Cora. J'ai subi une deuxième intervention chirurgicale pour drainer le liquide entourant mon cœur et mes poumons, rendant la respiration très difficile. Ils ont découvert que le liquide était contaminé par Staphylococcus aureus. Après l'anesthésie, certains patients reprennent conscience plus rapidement que d'autres. J'ai réalisé que l'opération avait commencé et que j'étais éveillée, entendant tout, bien que ce ne soit pas agréable. Les médecins et infirmières qui me nettoyaient à la fin de la procédure et me préparaient à retourner en soins intensifs discutaient entre eux. Je les ai entendus se lamenter et mentionner que j'avais une fille de 10 mois et que je ne la reverrais peut-être jamais. Ils parlaient de ma famille, de mes 2 sœurs, de mon père et de mon mari. Je me suis demandé pourquoi ils parlaient de moi et de ma famille de cette manière. Alors que j'étais encore vivante, ils ne devraient pas parler ainsi. Ils devraient réaliser que j'étais là, entendant tout. J'ai pleuré intérieurement, désespérée. La situation était critique. J'étais au bord de la mort et le résultat des investigations médicales n'était pas prometteur. Mon corps était complètement envahi par la bactérie et éradiquer cette infection était une tâche extrêmement complexe, compte tenu des circonstances. Peut-être que la zone avait été contaminée lors de la première intervention, mais personne n'en était sûr. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Je me suis réveillée en soins intensifs dans une chambre privée, avec des murs en verre. En ouvrant les yeux, j'ai vu toute ma famille réunie, leurs visages débordant de douleur, et ils ont annoncé que ce que j'avais entendu était vrai. Ce n'était pas une hallucination. J'étais au bord de la mort, mais au fond de mon âme, mon esprit était plus fort que jamais. Il n'y avait aucun moyen de communiquer cette confiance et cette force, car j'étais intubée avec un respirateur, et je ne pouvais m'exprimer que par des gestes. Quand les médecins m'ont demandé comment je me sentais, j'ai levé les bras dans un geste triomphant, comme Rocky, le boxeur. Immédiatement, ils ont attaché mes mains à la barrière du lit pour éviter que je n'arrache les tubes du respirateur. J'ai vu les médecins se réunir avec mes parents et mon mari, un peu éloignés des soins intensifs. Très probablement, Cécilia délire, ou plus précisément, subit des dommages cérébraux. Nous évaluons quel antibiotique utiliser pour traiter la bactérie qu'elle a. Ma mère, désespérée, a demandé. « Mais qu'a-t-elle, docteur? Que devons-nous faire maintenant ?»« L'infection ne fait que commencer, mais elle est extrêmement dangereuse, » a répondu le médecin. Mes parents étaient un peu plus optimistes, mais mon mari a continué à parler avec le médecin. « Que conseillez-vous, docteur? C'est très grave. » Ce n'est pas facile à dire, mais je recommande de mettre en ordre les documents d'admission. Elle est enregistrée comme célibataire et avec un seul nom de famille. Si elle décède, vous aurez beaucoup de problèmes pour la récupérer de l'hôpital, madame. Nous avons 2 options de médicaments pour éradiquer l'infection. Comme il n'y a pas encore de test définitif, nous devrons prendre le risque et commencer le traitement. Si nous ne commençons pas aujourd'hui, et espérons que ce soit le bon choix, nous pourrions la perdre en quelques jours. Mes parents et mon mari sont rentrés chez eux. Désolés. À l'hôpital, il n'y avait pas d'espace confortable pour passer la nuit. Aujourd'hui, il existe des chaises confortables pour ceux qui doivent rester aux côtés d'un être cher, dans un état critique. Pendant ce temps, dans ma chambre, j'ai essayé de signaler plusieurs fois que le tube dans ma gorge causait beaucoup de douleur. J'ai réussi à bouger la tête, mais avec les mains attachées et les tubes respiratoires, en plus des effets de l'anesthésique. Je ne pouvais pas me faire comprendre. J'ai demandé à une infirmière un stylo et un carnet pour écrire ce que je ressentais. J'ai réussi à écrire seulement « Ma gorge me fait mal ». Une des infirmières qui s'occupait toujours de moi a touché ma tête et a dit qu'il était naturel de ressentir un certain inconfort. Mais que le tube devait rester là. C'était impossible. Personne ne m'écoutait, et la douleur n'était pas normale. J'avais déjà été intubée auparavant, et je n'avais jamais ressenti un tel inconfort. Continuer à essayer d'expliquer était inutile. Quelques heures plus tard, au petit matin, commença peut-être l'expérience la plus mémorable de ma vie. L'une des infirmières a informé l'autre qu'elle allait retrouver son petit ami au McDonald's, au premier étage de l'hôpital. Comme tout semblait aller bien, l'autre infirmière a dit qu'elle ne tarderait pas, car elle allait juste chercher de l'eau.
à quelques pas de ma chambre. Cela semblait être des actions normales, sans conséquences. Cependant, aussi difficile que cela puisse être à expliquer, le tube du respirateur était mal ajusté. Avec la sécrétion de mucus, il s'est bloqué, et j'ai commencé à m'asphyxier. Sans personne pour s'occuper de moi, ma réaction a été d'essayer d'arracher les tubes pour pouvoir respirer. Avec les bras attachés, c'était impossible, malgré tous les efforts. Mes bras étaient blessés par les tentatives désespérées. Le lit s'est complètement déplacé, et mon corps s'est contorsionné, incapable de faire quoi que ce soit. Les secondes ont semblé des heures. Presque en même temps, l'âne du respirateur a retenti bruyamment comme une ambulance dans ma chambre. Médecins et infirmières sont entrés en masse en criant « Respirateur, respirateur », appelant l'équipe spécialisée. Ils semblaient fous criant, et moi, entendant tout, je ne pouvais pas respirer. Pendant ce temps, quelques infirmières tenaient mes jambes et essayaient de me calmer dans le lit. Pendant que les médecins retiraient la partie supérieure du tube inséré dans ma gorge pour effectuer la procédure nécessaire, ils ont mis un peu de liquide dans le tube qui sortait de ma bouche et ont essayé d'aspirer le mucus. Je continuais à me battre pour qu'ils puissent m'aider à respirer. Le désespoir pour un peu d'air et l'adrénaline m'ont fait me contorsionner tellement que 4 personnes n'ont pas pu me retenir. Je ne voulais qu'une chose, respirer. Mon corps restait vivant malgré sa faiblesse, infecté, récemment opéré et privé d'oxygène, pour maintenir la vie. Mon corps ne céderait pas facilement et faisait un effort final pour survivre. Ils ont essayé la procédure une fois de plus et n'ont pas réussi à libérer le tube. Peut-être parce qu'il était mal positionné. Puis le vertige a commencé et j'ai commencé à perdre connaissance. Et mon corps a commencé à se rendre. J'essaie de respirer, et presque immédiatement mon cœur s'est arrêté. C'est à ce moment-là que je suis partie. Soudainement, j'ai ouvert les yeux, et je me suis sentie libérée. Je vis avec une chemise d'hôpital, avec les médecins autour de mon corps essayant de me réanimer. Je les voyais se déplacer activement d'un côté à l'autre, de plus en plus petits et plus éloignés. La sensation était étrange parce que je me sentais complètement entière, et sans aucun doute je voyais mon corps inerte devant moi. Je flottais seule, personne n'essayait de tenir mes jambes, et mes bras douloureux. Le soulagement était immense. Je ne pouvais pas contrôler ce qui s'était passé, alors je me suis laissée aller. C'est alors que commença le voyage le plus merveilleux. Je flottais de l'intérieur de ce qui semblait être un arbre. Je ne pouvais être qu'une spectatrice. D'abord, je voyais quelque chose qui ressemblait à une couche de branches abritant de petits animaux. Il y avait des écureuils, des lapins et des oiseaux parmi eux, tous vivant en harmonie, ressentant une paix et une plénitude qui irradiaient un amour comme je n'en avais jamais ressenti, encore moins venant d'un animal, une plénitude que je n'avais jamais expérimentée. Les sons pénétraient mon âme, et tout ce que j'avais laissé derrière perdait de l'importance. Vivre cette sensation était la seule chose qui retenait toute mon attention à ce moment-là. Je continuais à flotter, et pendant ce temps, mon corps se détendait. Mes muscles cessaient de me faire mal. Je respirais librement, et je ne me sentais plus fatiguée. Le soulagement n'était pas seulement externe, mais aussi interne. Pendant cet état de profond repos et de sérénité, une vision s'est formée devant moi, me transportant au second semestre de 2025. Je me suis vue dans un scénario troublé, où les conflits entre Israël et Gaza s'étaient intensifiés de manière alarmante. Les nouvelles montraient des images dévastatrices de villes en ruine et de populations désespérées en quête de sécurité. La tension dans la région était palpable, avec une augmentation significative des attaques et contre-attaques, résultant en un cycle interminable de violence et de douleur. La diplomatie semblait avoir échoué, et les tentatives de médiation internationale se révélaient infructueuses. Simultanément, la vision m'a emmené sur les champs de bataille entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit qui durait depuis des années avait escaladé à des niveaux jamais vus auparavant. Les forces russes avançaient avec une intensité brutale, tandis que les Ukrainiens luttaient férocement pour défendre leurs terres et leur souveraineté. Les rues étaient remplies de soldats et de chars, et le son des explosions résonnait constamment, rappelant à tous la dure réalité de la guerre. La souffrance de la population civile était immense, avec des milliers de familles déplacées et un nombre croissant de victimes. Au milieu de ce chaos, je percevais la présence de dirigeants mondiaux essayant de trouver une solution pacifique. Mais le chemin vers la paix semblait de plus en plus lointain. Les sanctions et pressions économiques appliquées par divers pays contre la Russie provoquaient une réaction énergique, aggravant encore le conflit. Les négociations entre Israël et Gaza étaient également dans une impasse, les deux parties refusant de céder, alimentant une spirale de destruction et de désespoir. Ces visions du futur, si vives et détaillées,
m'ont apporté un profond sentiment de tristesse et d'impuissance. Cependant, elles ont également éveillé en moi un espoir renouvelé qu'en dépit des adversités, il serait encore possible de trouver un chemin vers la paix. Je crois que partager ces visions peut servir d'alerte pour l'humanité, incitant tous à rechercher des solutions pacifiques et à travailler inlassablement pour l'harmonie entre les nations.